Bonjour, dans cette séquence, nous allons nous intéresser aux effets indirects de la pêche, ceux qui impactent les réseaux trophiques et les espèces sensibles, et plus globalement, la biodiversité. Nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la pêche, y compris lorsqu'elle est gérée au RMD, fait baisser de manière très importante l'abondance des stocks exploités. Et cette diminution d'abondance a des répercussions sur les proies, les prédateurs et les compétiteurs des espèces pêchées. Dès les années 1980, les scientifiques ont tenté de représenter ces effets en construisant des modèles de réseaux trophiques. À titre d'exemple, je vous montre ici le modèle développé par Fabien Moulec au sein de notre équipe de recherche. Ce modèle concerne le golfe de Gascogne. C'est un modèle en boîte, chaque boîte regroupant les espèces qui jouent le même rôle trophique dans le fonctionnement de l'écosystème, depuis le phytoplancton, qui est la base des chaînes alimentaires, jusqu'aux prédateurs supérieurs, ici les thons, les dauphins, les grands requins, mais également des poissons comme le merlu ou la baudroie. Les boîtes sont ordonnées de bas en haut, par niveau trophique. 1 pour les producteurs, mais aussi pour les détritus, dont le recyclage joue un grand rôle dans le fonctionnement de l'écosystème, 2 pour leurs prédateurs, 3 pour les prédateurs des prédateurs, etc. La taille des boîtes est proportionnelle au log de l'abondance, et les lignes entre boîtes représentent le lien trophique, avec ici un code couleur qui marque l'intensité du lien. Ce type de modèle montre l'ampleur des liens qui relient entre eux tous les compartiments de l'écosystème. On comprend bien qu'un impact sur une boîte trophique va se répercuter de proche en proche sur toutes les boîtes et finalement sur la structure et le fonctionnement de l'écosystème. Les espèces, ou boîtes trophiques exploitées par la pêche, sont ici entourées en bleu, avec un trait gras pour les stocks évalués par le CUM et sur lesquels on a pu caler le modèle. Ce que nous dit cette représentation, c'est que la pêche exploite presque tous les niveaux trophiques supérieurs. Seuls font exception ici les grands requins, ainsi que les oiseaux et mammifères marins. Cette exploitation de quasiment tous les niveaux supérieurs est la situation observée dans de très nombreux écosystèmes. Autrement dit, l'exploitation ou la gestion d'un stock halieutique a des effets en chaîne sur tous les autres stocks et plus généralement sur tous les compartiments de l'écosystème et finalement sur les caractéristiques de productivité, de stabilité et de résilience de l'écosystème. La gestion durable des pêches doit donc être évaluée à cette échelle. Évidemment, les effets écosystémiques de la pêche sont extrêmement complexes, variables d'un écosystème à l'autre, et donc difficiles à prévoir et même à évaluer. D'une manière générale, cependant, un schéma global émerge qui est observé dans de très nombreux écosystèmes. C'est ce qu'on appelle la pêche vers les bas niveaux trophiques, le fishing down the marine food web en anglais, représenté sur ce schéma. Généralement, ce sont les prédateurs supérieurs, les grands requins, les thons, les mérous, qui sont les plus affectés par la pêche. D'abord parce qu'ils sont plus ciblés, mais aussi parce que ce sont des espèces à vie longue, intrinsèquement plus fragiles. Lorsque ces prédateurs sont surexploités, leurs proies bénéficient d'un relâchement de prédation et voient donc leur abondance augmenter avant d'être surexploitées à leur tour. Progressivement, tous les hauts niveaux trophiques régressent et la pêche exploite des niveaux trophiques de plus en plus faibles. Ce processus de pêche vers les bas niveaux trophiques conduit parfois à des phénomènes de succession écologique, les espèces se succédant les unes après les autres dans l'écosystème et dans les captures. À titre d'exemple, on peut citer le Sénégal, où la surexploitation des poissons de fond dans les années 1980-90 a conduit au développement du poulpe, à son tour surexploité dans les années 2000, et auquel a succédé un développement des pêcheries de crevettes. Dans certains cas, les relations entre proies et prédateurs créent des situations dites de pièges écologiques. Un bon exemple est l'épisode qui a été appelé l'explosion des gadidés, observé en mer du Nord dans les années 1970. Le stock de harengs s'est alors effondré, victime de la surpêche et d'hivers particulièrement rigoureux. Or, le hareng est un prédateur des larves de morue, merlan, tacos et autres gadidés. Toutes ces espèces ont donc bénéficié de l'affaiblissement du prédateur et ont vu leur abondance augmenter. Mais les gadidés sont eux-mêmes à leur tour des prédateurs du hareng. Et leur développement a contribué à renforcer l'effondrement de ce stock. Le hareng s'est retrouvé piégé, victime d'une prédation accrue parce qu'il ne contrôlait plus les larves de ses prédateurs. Et pour sortir de cette situation, il a fallu prendre des mesures très fortes de fermeture de la pêche au hareng pendant plusieurs années. Parallèlement, les gadidés ont été surexploités à leur tour. Ces pièges écologiques peuvent intervenir à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème et constituer ce qu'on appelle un changement de régime ou un shift de l'écosystème. Un exemple particulièrement spectaculaire de ces shifts concerne les langues d'oursins qui se développent et s'étendent sur des milliers de kilomètres de côte dans de nombreuses régions du monde, notamment en Australie, en Norvège, au Canada ou aux États-Unis. L'aspect le plus problématique est que ce développement se fait souvent au détriment des forêts de kelp, ces grandes formations végétales extrêmement riches
riche et source d'une extraordinaire biodiversité. À l'origine, les forêts de kelp abritent un prédateur d'oursins, les loutres de mer en Alaska, les langoustes en Australie, des poissons aux États-Unis ou au Canada. Lorsque ces prédateurs sont surexploités, alors les oursins prolifèrent et broutent les forêts de kelp jusqu'à les détruire totalement. Et tout retour en arrière s'avère alors extrêmement difficile, car il faut réduire les oursins à des densités très faibles pour que les forêts algales puissent se reconstituer. Souvent, les shifts écologiques dus aux impacts de la pêche conduisent à la prolifération des espèces proies, qui sont souvent des espèces indésirables. Un exemple qui mérite d'être évoqué concerne l'écosystème du Nord Benguela, au large de la Namibie. La surexploitation des sardines a conduit à une réorientation des flux trophiques avec une augmentation des gobies, ces petits poissons de fond, des méduses et des flux vers les détritus au détriment des poissons prédateurs et des oiseaux marins. In fine, 10 millions de tonnes de sardines ont été remplacées par 12 millions de tonnes de méduses. Les sardines, au même titre que les harengs, les chinchards, les maquereaux et d'autres, font partie des espèces fourrages. Ces petits poissons de pleine eau qui se nourrissent de zooplancton et nourrissent à leur tour les prédateurs supérieurs et jouent ainsi un rôle essentiel dans le fonctionnement des réseaux trophiques. Comme on le voit dans le cas de la Namibie, la surexploitation de ces espèces a des effets délétères sur les populations d'oiseaux marins. On estime globalement à l'échelle mondiale que leur abondance a été divisée approximativement par 3 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison principalement de la baisse de disponibilité de leurs ressources alimentaires. Une étude publiée en 2011 et qui porte sur 18 populations d'oiseaux marins montre que le succès de la reproduction de ces populations chute dès que l'abondance de leur proie est fortement diminuée. Et cette étude conclut que la préservation de ces populations passe par la reconstitution des stocks de poissons fourrages. Naturellement, il n'y a pas que les oiseaux marins qui sont affectés. À l'échelle mondiale, la surexploitation de ces espèces a des conséquences sur les potentiels de capture d'espèces comme les morues, les merlus, les thons et beaucoup d'autres. Plusieurs études ont ainsi montré qu'une exploitation optimisée à l'échelle de l'écosystème devrait conduire à une exploitation très modérée des poissons fourrages et plus généralement des espèces proies, bien en deçà du RMD. C'est d'autant plus vrai que la surexploitation des proies, et plus généralement celle de tous les niveaux intermédiaires, conduit souvent à la prolifération d'espèces indésirables ou d'espèces peu valorisables par la pêche. C'est d'ailleurs là un puissant facteur de baisse de la productivité des océans. Nous y prélevons les espèces jugées intéressantes et nous y laissons en quelque sorte ce qu'on pourrait qualifier de mauvaises herbes. Que faut-il en retenir ? Principalement que la pêche impacte tous les compartiments de l'écosystème. Elle en modifie la structure et le fonctionnement. Elle conduit ainsi à des écosystèmes qui sont globalement moins productifs et plus instables. Moins productifs en raison des changements d'assemblage d'espèces, mais aussi des impacts causés au fond marin par des engins comme le chalut, dont Olivier Lepape vous reparlera dans la vidéo suivante. Plus instable, notamment en raison de la dégradation des fonctions de contrôle et de régulation qu'exercent généralement les producteurs supérieurs. Ces changements marquent une perte de la biodiversité fonctionnelle des écosystèmes marins. À ces impacts via les réseaux trophiques, il faut ajouter les captures accidentelles d'espèces sensibles, notamment à nouveau des mammifères et des oiseaux marins, mais aussi les requins, les tortues, et plus généralement toutes les espèces à fécondité faible. La pêche a donc aussi des impacts sur la diversité spécifique. Enfin, il faut rajouter à cela que la pression de pêche exerce une pression de sélection sur les espèces exploitées. Ces espèces sont encore mal connues, mais on sait que cette pression conduit à une érosion génétique et donc à une perte de biodiversité génétique. Tous ces facteurs expliquent que la pêche soit aujourd'hui considérée par l'IPBES, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, comme la première cause d'érosion de la biodiversité en milieu marin. Cela souligne l'importance des enjeux de biodiversité et de la mise en place d'une approche écosystémique de la gestion des pêches, dont nous reparlerons dans la suite de ce MOOC. Je vous remercie.